Ouais, je vais bouger pas mal, ça devrait marcher. Et diriger un projet d'implantation de système 911 d'envergure nationale à l'étranger. Auparavant, il a œuvré à la direction de PME innovantes dans le domaine des services et des produits en géomatique. Il a travaillé au niveau des orientations stratégiques, du développement des affaires, à l'organisation des ventes et à la direction des opérations. Les entreprises sous sa direction ont connu une croissance forte, saine et soutenue. Dans un premier temps, je veux juste vérifier avec vous, ma relation avec les micros est assez ordinaire. Alors, je me demandais si je pouvais faire la conférence de vive voix. Est-ce que ça convient en arrière? Vous m'entendez? Vous n'entendez pas? Alors, on va... Je vais m'essayer avec un micro. C'est pas dans ma nature. Merci. Alors, comme ça, OK, on va essayer d'apprivoiser ça. Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi, aujourd'hui, c'est un peu émotif, c'est un peu un retour aux sources. Puis ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que de 1993 à 2006, j'ai quand même, je ne crois pas avoir manqué un seul colloque de l'AGMQ, toujours à titre d'entrepreneur privé qui venait de temps en temps présenter des solutions, présenter des sujets d'actualité en géomatique. Alors aujourd'hui, j'ai une présentation un petit peu osée. Je vous le dis d'avance, au niveau technologique, il y a probablement des erreurs. Également au niveau chronologique. Ce que j'essaie de vous présenter, ce que je pensais vous présenter, c'est un peu un retour aussi, c'est au niveau des grandes périodes de la géomatique, des observations donc sur des périodes de 10 ans, puis regarder un peu en avant. Donc j'ai divisé ça en quelques périodes, 95-2004, la période cycle de table. Par la suite, 2005-2014, on parle de démocratisation et de partage. Ensuite, 2015-2018, normalisation et collaboration. Puis là, je fais une version 1, une version 2 de ça. Puis, donc, pour chaque période que je vais vous présenter, je présente des technologies qui dictent les tendances. On comprend que c'est des choix personnels. Production des données, ou en tout cas des observations personnelles, ce n'est pas scientifique. L'aspect production de données à référence spatiale. J'ai œuvré, disons, une grosse partie de ma carrière dans les outils de captation, conversion, structuration de données. Alors, c'est sous cet angle-là que je vais apporter ma contribution aujourd'hui. Parler de diffusion, de distribution et de qualité de données. Pour se rattacher tout de même à quelque chose de plus concret, pour chaque période, je mets un scénario, une mise en scène de comment la géomatique a desservi les enjeux, les problématiques à chacune de ces périodes-là, donc dans un contexte de sécurité civile. Fait que c'est le pattern de la présentation. Alors, la période cycle de table, les technologies tendances. Puis là, ça va trahir un peu mon âge. AltaVista, Netscape. Quand même. AltaVista, c'était le premier engin de recherche structuré, performant. Puis Netscape, bien, c'était à quelque part le début de la guerre des furteurs. Puis ça a quand même marqué une époque au niveau de la géomatique en général, ou de l'informatique en général. Le deuxième, c'est le tandem Microsoft Windows 95 et ArcView. Je pense que tout le monde, la plupart des gens ici, on connaît ce tandem-là. Ça a été comme une libération, une explosion de possibilités. Avec la compagnie Esri, qui a été leader dans le domaine de la géomatique, avait produit donc un logiciel qui tournait super bien, puis la libération un peu de l'environnement PC, là, qui était assez disons, restreint ou complexe. L'ergonomie était au rendez-vous. Puis là, une apparition un peu subtile de l'OpenGIS Consortium à cette époque-là, qui a quand même commencé à parler d'interopérabilité. Alors maintenant, au niveau de la production des données à référence spatiale. À cette époque-là, c'est la fin des grands programmes nationaux de cartographie. C'est plus l'aspect organisationnel qui est attaqué à travers le plan géomatique du gouvernement du Québec. C'est l'époque de la conversion de l'analogique au numérique et de la structuration de données. Tantôt, M. Savard, Michel, présentait, il y a encore beaucoup de structuration de données. Je vois que c'est encore d'actualité. Mais à cette époque-là, il faut comprendre que les données avaient été faites pour des impressions papier, pour des diffusions solides, physiques. Ça fait qu'il y avait beaucoup de travail à faire au niveau de la conversion.
Puis c'est aussi à cette époque-là que l'orthoimage s'est imposé comme une donnée de base. Donc, au niveau de la diffusion, de la distribution, impression physique, de production hybride, analogique, numérique. L'exemple, on partait d'un film de photographie aérienne de 23 cm, on le scannait. Ensuite de ça, on faisait des traitements géomatiques numériques, puis en bout de piste, le client achetait une réimpression de ce produit-là. C'était ça. C'est sûr qu'on commence à penser à infrastructure de données, notamment au fédéral, la phase 1 de géoconnexion, pour avoir participé à certains projets. De 1999 à 2005, c'était l'idée d'une infrastructure canadienne de données géospatiales qui était en place. Au provincial, on commençait à parler d'infrastructure d'information géospatiale. Donc, aux deux niveaux, il y avait des réflexions sur comment on pouvait aller un peu plus loin. Je me suis fait un petit code pour qualifier les qualités des données géospatiales. Donc, vert, jaune, rouge. Donc, au niveau des qualités métriques, à cette époque-là, c'était assez moyen. Donc, j'ai mis un code jaune. Au niveau temporel, c'était quand même assez bien parce qu'à l'époque, même si le gouvernement s'était retiré des grands programmes de captation de photographie aérienne, le privé avait pris la relève, notamment dans la vallée du Saint-Laurent, avec un programme de spéculation. Donc, il y avait du 15 millième de disponible avec une durée, avec une fréquence d'à peu près 3 ans. Le territoire du Québec habité était couvert. Au niveau de la petite base de données qu'il y a là, puis la diffusion, c'est les aspects métadonnées, les aspects diffusion web. Disons que ça commençait, mais ce n'était pas très, très avancé. Alors, je mets en scène le scénario un peu plus concret. Automne 99, un déversement. Un camion de transport de carburant se renverse partiellement dans l'arrière-pays à quelques 500 mètres d'un cours d'eau qui approvisionne 5 municipalités. À ce moment-là, l'événement, il n'y avait pas de cellulaire. Monsieur trouve un voisin, appelle la police. Il savait qu'il y avait peut-être quelque chose à la MRC. Sur une des municipalités, c'est-à-dire à la MRC, il y avait peut-être un spécialiste en géomatique, mais il ne couvrait pas nécessairement toutes les parties de la municipalité. On est dans un fictif. Alors, fait des recherches. Je vais demander à M. Belair si je pouvais vraiment dire comment ça se passait à l'époque, ce matin. Donc, appelle Marc Belair. Ça, c'était le réflexe des municipalités, voir s'il y avait de la donnée disponible à quelque part, parce que Gaz Métro avait une banque assez incroyable. Puis, finalement, il y avait de la donnée 97 de disponible. Ça fait que fait faire des traitements, fait venir la donnée, mais la contribution de la géomatique à ce moment-là, c'était vraiment de la documentation post-événement. Parce que là, lorsqu'il est arrivé un accident, bien, si c'était opérationnel, ça se réglait comme ça. Alors, on a changé de portable, un peu plus mode. Google Maps 2005. Grosse transformation dans l'industrie. C'était un choc pour surtout les producteurs de données. C'était quand même, ça portait matière à réflexion. Google Street, par la suite, qui est ultra ambitieux comme projet. L'arrivée des téléphones intelligents sur cette période-là, bien associé aussi à tout ce qui est médias sociaux. Médias sociaux égale capacité de diffusion, capacité de communication augmentée. Puis, au niveau de la géomatique, la donnée à référence spatiale, le nouveau, c'était surtout l'intégration GPS, IMU, au niveau des plateformes GPS de précision combiné à des plateformes inertielles qui permet donc de la captation d'images de lidar, que ce soit par avion ou par unité mobile, de façon assez efficace, beaucoup plus efficace que par le passé. Puis au niveau de l'imagerie aussi, bien, on est à l'ère du très haute résolution. Ça fait que ça fait le tour des technologies. Donc, 2005-2014, je reprends le même cheminement. La production des DRS, c'est la fin de l'analogique. Ça a été tellement abrupt, ça a été étonnant. Puis d'ailleurs, ceux qui suivaient un peu l'actualité de Kodak là, en témoignent. C'était l'entreprise phare. Puis en quelques années, là, ça a complètement planté. Alors, c'est le règne du haute résolution. C'est à l'époque où les groupes de partage s'organisent. Vraiment, la mentalité du partage, puis ça a été cité ce midi à la conférence de M. Belair. Le PPGQ en avait parlé en 2005 comme des nouvelles orientations. L'OGMQ, le MAMER, le MRNF, en 2007, signaient des ententes de collaboration pour dire on va faire du partage, on va travailler en collaboration. Ça avait une logique tout à fait qui s'imposait. Plus récemment, la CRIGéo aussi, qui regroupe 11 ministères ou organismes, je pense, c'est pas mal ça le chiffre. Puis,
Ces gens-là travaillent donc à s'échanger des données, à partager des projets, partager des coûts, partager des projets. Il y a aussi des plateformes pour ça, SIGAT Partage, Carrefour Géospatial, AGMQ Partenariat. Tout ça vise donc à favoriser le partage. Au niveau de la diffusion, la distribution, en 2014, le monde veut tout de suite. Les données à référence spatiale sont quand même encore assez distribuées, puis sont dans des géoboutiques. Les géoboutiques, ça reste intéressant, mais souvent un peu difficile à magasiner. On en tient une, nous autres, je peux vous en parler. La phase 2, phase 3, géoconnexion, 2005-2015. Donc, ça continue, cet aspect-là, de travailler au niveau d'une infrastructure de données géospatiales. Des initiatives très intéressantes aussi, les sites données.gouv.qc, le ministère de la Sécurité publique avec le MRN, tout ça, il y a des projets très, très structurants là, de services de données, catalogage de données, donc dans l'esprit d'une infrastructure de données géospatiales. Donc, la qualité, à cette époque-là, je prétends qu'en 2014, on est pas mal au niveau de la qualité des données, c'est meilleur que jamais. Puis, au niveau, quand même, de la temporalité ou la fréquence de rafraîchissement des données, si on regarde dans les grandes villes, tout ça, c'est bien desservi, mais au niveau, je vous dirais, des régions, tout ça, il reste encore du travail à faire, tout comme dans tout ce qui est métadonnées standards. Introduire ça comme vraiment dans la norme de pratique, il y a encore du travail à faire. Puis la diffusion, un peu la même chose. Les deux étant très liés. Ça fait qu'en 2013, explosion dans le parc. Un camion de produits chimiques s'enflamme dans un petit parc industriel à proximité d'un quartier résidentiel et explose. Heureusement, à cette époque-là, les gens de sécurité publique avaient travaillé, ils ont fait ce qu'ils appellent des schémas de couverture de risque. Donc, la géomatique a servi avant l'événement. Puis, les gens savent pas mal comment réagir, tout ça. Mais le pompier en question, qui doit aller sur le site, il est avec sa tablette, puis la meilleure chose qu'il a trouvée, le plus efficace, ça reste que c'est Google. Il savait qu'il y avait une 30 cm de fait dans la région. Au niveau de la recherche, il a vérifié tout ça. Donc, il y avait une ortho-image de 30 cm faite dans la région. En arrivant sur les lieux, il n'était pas tout à fait à jour. Puis, la seule façon de l'avoir vite, c'est de se la faire transférer par courriel. Alors, il a laissé tomber ça. Il est allé, puis heureusement, tout a bien été. Il n'y a pas eu de blessés. Puis, par la suite, bien là, une fois que l'événement est survenu, on est en 2013, là, il y a eu de la prise de photos aériennes, il y a eu aussi du lidar, il y a eu des systèmes mobiles haute précision qui ont été évalués un petit peu ce qui s'est passé dans ce coin-là pour donc documenter l'événement. Puis la géomatique, à ce moment-là, elle avait joué un rôle en prévention et aussi en documentation après l'événement. Ça fait que là, on est en 2015. J'ai rajouté les tendances technologiques de 2014. Puis là, il faut en additionner d'autres. Ici, bien, on a la tablette, la mobilité. Ça fait un petit bout de temps que c'est là, mais à un moment donné, ça va être partout vraiment plus fort. Ensuite, il y a bien sûr l'info nuagique qui donne des possibilités de stockage, de traitement, de capacité quand même assez fortes. Le big data, dans tout le flot de données qui doit être géré, il y a des outils spécialisés, open source, qui se développent pour aller traiter plus rapidement des masses de données très, très volumineuses. Puis, j'ai rajouté à côté de l'open source la tendance de données ouvertes, puis également les petits bonhommes, ça c'est la tendance qui semble se dessiner de crowdsourcing, capacité des gens, ou cartographie collaborative, la capacité des gens de capter des informations et de les mettre en diffusion rapidement. Puis également, bien, la ville qu'il y a là, bien, ville 3D un peu, mais c'est la notion de ville intelligente qui commence aussi à s'imposer, à devenir un sujet d'actualité, du moins pour les grands centres. Fait qu'au niveau de la production des données, en 2015-2014, je prétends qu'on n'a pas changé. Les groupes de partage sont bien implantés, j'en ai parlé tantôt. Cependant, la couverture n'est pas égale, elle est dépendante de facteurs multiples.
Les données sont multisources. Il y a une demande forte pour les données 3D rigoureuses. Puis les cycles de production demeurent tout de même assez longs. Ça, la géomatique, c'est quelque chose qui est vraiment, pour être de plus en plus utile, il faut raccourcir les cycles de production pour rendre des services plus performants. Diffusion, distribution, le citoyen a des données bonnes ou mauvaises. Les données doivent être de plus en plus ouvertes. On comprend que c'est un défi, là. Quand tout ça bouge, ces capacités sont là, les gens veulent être informés. C'est un défi pour les professionnels de garder un certain contrôle sur la donnée, contrôle sur d'avoir un service supérieur à ce qui est gratuit sur Internet, ou d'avoir, puis qu'on ne sait pas d'où ça vient, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça fait. Puis les données, bien, cette année, les données sont toujours, pour la plupart, en tout cas, dans les mêmes géoboutiques. Ça fait comment qu'on... Là, je projette un petit peu en avant. Je change 2015-2018. On peut continuer à parler, je pense, quelques années de normalisation et de collaboration. Puis on a un bon bout de fait, là, à 1.0. Mais pour passer, disons, à 2.0, serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer donc la qualité, la disponibilité, la diffusion? C'est certain qu'une infrastructure de données géospatiales, à quelque part, c'est une solution qui sied bien les besoins ou la problématique que je viens d'exprimer. Qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure de données géospatiale? Ce n'est pas tellement matériel, ce n'est pas tellement physique. C'est composé donc de données cadres, de politiques, de technologies et de normes. Puis si on regarde les caractéristiques, là, j'ai pris l'infrastructure canadienne de données géospatiales, la définition. Cependant, on comprend qu'il y en a toutes sortes de moutures. Chaque organisation peut décider d'adhérer à une certaine partie des normes. Tout ça, ce n'est pas du tout ou rien, du mur à mur. C'est un exemple que j'ai amené qui était graphique, facile. Qu'est-ce que ça prétend faire? Donc, rapide, accessible, autogéré, terme important. Repose sur la communauté et les utilisateurs. Ouverte, digne de confiance, durable, ça a quand même pas mal de qualités. Puis en constante évolution et le plus près de la source au niveau des données. Ça a des avantages au niveau de l'environnement social, économique. Disons que c'est qu'après toutes ces années du programme Géoconnexion, c'est ça qui conclut. En réfléchissant à ça, moi, je regardais et je disais, qu'est-ce que je pourrais ramener pour bien... Quels sont, selon moi, les facteurs clés du succès pour normalisation, collaboration 2.0? C'est sûr que l'interopérabilité des données, c'est obligatoire, c'est un must. Les fournisseurs de données sont soumis à des politiques et des normes. Ça commence, ça, mais il faut poursuivre dans ce même sens-là. L'encadrement professionnel est de mise et est géré en amont. Si on veut réduire le temps de disponibilité des données, il faut raccourcir les cycles. Puis on a des autres professionnels, on a des organisations qui peuvent approuver certains professionnels qui réalisent certains travaux. Fait utilisons-les, puis dans le concept d'infrastructure de données géospatiales, la donnée est autogérée, le producteur est responsable de la qualité, puis quand tu fais une infrastructure, bien, si un fournisseur n'est pas capable de la fournir, bien, tu le bordes de l'infrastructure, tu sais, je veux dire, il y a des processus de contrôle, justement, des politiques de contrôle claires qui sont là. Puis, le quatrième, qui me tient particulièrement à cœur, la gouvernance de l'infrastructure est inclusive et encourage la contribution, la synergie, gouvernement, entreprises, OSBL et municipalités. À ce moment-là, on a fait une infrastructure de données géospatiales. On se ramasse en hiver 2018, inondation et verglas. Il y a eu un redout sévère au mois de février, puis ça provoque des débâcles, des inondations, puis c'est suivi d'un verglas intense, puis ça fait beaucoup de dégâts matériels. Il y a eu de la proactivité. Les données sont quand même tout de même passablement à jour au jour 1. On a un modèle ici où plusieurs contributeurs fournissent la donnée à la sécurité publique. Ce n'est pas exclusif, ils peuvent en fournir à d'autres en même temps. On parle de services de données. On ne parle pas... Donc, c'est des services en continu, comme un service web. Donc, on voit ici le MRN, les municipalités contribuent, des entreprises privées qui possèdent des avions contribuent. Ici, il y a l'unité mobile, haute précision. Mme Argouin, groupe Trifid, peut-être à quelque part, fournit des données. Il y a des données drones qui sont également disponibles pour les zones. Ça a été fait, ça, au Colorado. De grosses inondations qu'ils ont eues, là, qui attendaient pour des vols aériens. Mais inondation, c'est égale pluie.
pluie égale pas capable de voler en avion pour prendre des photos. Fait que c'est des drones qui ont fait ça en dessous des nuages, qui ont fourni la donnée presque en temps réel parce que traitement rapide, puis ils ont une infrastructure de données géospatiales aux États-Unis, s'en sont servis. Tous les intervenants avaient sur leur plateforme mobile, sur des sites, des sites de géomatique, sur les différentes plateformes de géomatique, accéder à la donnée. Parce qu'il faut comprendre que la donnée n'est pas fournie en download, mais en service interopérable. Fait que le client qui a un ArcGIS peut recevoir de la donnée sans changer son environnement. Quelqu'un qui a une tablette peut accéder sur un autre, le même jeu de données, mais avec presque rien comme technologie. C'est quelque chose, c'est des services de données. À ce moment-là, le rôle de la géomatique, on parle de collaboration ouverte, support global à l'événement avant, pendant et après. Quand je disais que c'était osé, celle-là, c'est sûr, c'est un peu osé. J'étais, en 2005, au Château Bonne-Entente, porte-parole pour 14 entreprises privées. À l'époque, il y avait le CDG. Puis le titre, c'était « Le partage des données ». Il y avait le CDG, MRN, tout le monde était invité. Puis le titre, c'était « Le partage des données, la vision des entreprises québécoises ». On avait mis sur la table que c'était une nécessité pour l'industrie, qu'il devient urgent de régler très rapidement. Une tendance lourde dictée par le bon sens, le gros bon sens. Mettre en œuvre des stratégies communes de travail et forger des pratiques collaboratives concrètes. Il y avait une maîtrise, M. Rodriguez, pas bon, qui avait fait une maîtrise puis qui avait conclu que pour augmenter la disponibilité des données, pour augmenter le dynamisme de l'industrie de la géomatique, c'est important de faire ça. Fait que là, aujourd'hui, on est à Drummondville, puis là, je pose un peu la question. Le partage, c'est bon, mais comment l'étendre? On a fait beaucoup de chemin. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait au niveau justement, des métadonnées, les groupes de partage, tout ça est assez bien établi. Ça fait que comment qu'on peut faire pour l'étendre géographiquement, pour l'augmenter en fréquence, pour augmenter le nombre d'usagers qui viendraient obtenir des services de qualité de géomatique? Les politiques d'achat, de diffusion, de droits d'auteur, très pointus, vont dans le sens de l'amélioration de la disponibilité. Il y a beaucoup d'organisations qui font faire de la donnée et qui en conservent le droit d'auteur exclusif. Puis à ce moment-là, bien, ce qui arrive souvent, c'est que la donnée, bien, elle reste stockée à quelque part, puis elle ne sert pas autant d'usagers, elle ne génère pas autant de bénéfices puis de valeur que qu'est-ce que ça aurait pu. Alors, je repose la question, la synergie, le partenariat entre le gouvernement, les municipalités, les OSBL, avec l'industrie privée est impensable, trop complexe, inutile. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'était comme un certain retour dans le domaine, puis ce que je voulais, c'était une invitation comme au dialogue. Il y a sûrement des innovations au niveau des modèles d'affaires, au niveau des façons de faire. La géomatique, ce n'est pas une communauté très, très étendue, c'est assez. Puis je pense qu'on doit répondre à des grands défis. Puis à ce moment-là, bien écoutez, c'est un appel à ce dialogue-là pour un avenir où la géomatique se développe et livre plus de services aux citoyens. Fait que, je vous remercie beaucoup de votre attention.